Pendant ce temps, les astromobiles Spirit et Opportunity explorent la région de l'équateur. Ils utilisent des techniques d'imagerie à haute résolution et la spectroscopie pour trouver des traces de minéraux et des formes de relief sculptées par l'eau dans un passé reculé. La journée d'un robot commence au lever du soleil, qui illumine ses panneaux solaires et le réveille. Des ordres lui sont envoyés par radio de la Terre. Il lui indique tout ce qu'il doit faire. Maintenant, tu avances de 10 mètres, et puis tu t'arrêtes, tu tournes de 20 degrés, et tu fais une photo panoramique avec tel filtre couleur. Vers la fin de la journée, l'une des sondes de la NASA, comme Mars Odyssey Orbiter ou Mars Reconnaissance Orbiter, va prendre le relais et le robot va transmettre les données du jour à la sonde, qui les transmet ensuite à la Terre. Ainsi, pendant que le robot est au repos, nous recevons ces images, ainsi que d'autres données. On essaie ensuite de voir ce qui s'est passé. A-t-il fait ce que nous attendions de lui, ou quelque chose d'inattendu? Début 2008, Spirit signale qu'il a des problèmes avec sa roue avant droite. Lorsque l'équipe du Phoenix a tenté de faire une marche arrière sur Phoenix, la roue s'est enfoncée de plusieurs centimètres dans le sol et a heurté de la silice. Où trouve-t-on du silice sur la Terre? Dans les zones hydrothermales. C'est peut-être la même chose sur Mars. C'est pour cela que cette silice excite les esprits. Cela indique qu'il y a peut-être eu des zones hydrothermales sur la planète rouge, et le robot Spirit serait coincé dans l'une d'entre elles, près de ce qui était peut-être un ancien point chaud, comme Yellowstone. Cette découverte accidentelle soulève une question. Y aurait-il actuellement une activité thermale souterraine sur Mars? L'intérieur de Mars est-il toujours chaud? Très certainement. La planète n'a pas pu refroidir complètement. Une partie de la chaleur générée par son accrétion, par sa formation, est forcément encore présente, sans parler de la chaleur dégagée par des éléments radioactifs. Il y en a certainement assez à l'intérieur de Mars pour que des fluides chauds puissent se constituer. Il est possible que l'on trouve de l'eau liquide à une certaine profondeur sous la croûte. À Yellowstone, comme dans toutes les sources chaudes de la Terre, on trouve de nombreuses espèces de bactéries qui se nourrissent et se développent grâce à cette eau riche en gaz et en minéraux. Y aurait-il sur Mars des sources d'eau cachées, favorables à la création de formes de vie? On aimerait lancer des sondes électromagnétiques sur Mars, car elles pourraient nous dire s'il y a du liquide à une certaine profondeur. Ce serait fantastique, et nous saurions enfin ce qu'il en est. Pendant que l'équipe du Spirit réfléchit à ce qui se cache sous le sol de Mars, une autre surprise l'attend en surface. 2% des sols autour de Phoenix sont composés de perchlorate, une combinaison de chlore et d'oxygène. La découverte de perchlorate sur Mars a fait l'objet de controverses, car sur Terre, c'est une substance très toxique. Sur Terre, les perchlorates sont utilisés comme propulseurs pour les feux d'artifice et les fusées. C'était une surprise et une découverte. Pourquoi trouvait-on cela? Comment cela s'était-il formé? La question des perchlorates est une question intéressante qui n'a pas encore de réponse définitive. Les perchlorates sont produits naturellement dans des endroits comme le désert d'Atacama au Chili, où les ultraviolets du soleil transforment le chlore et l'oxygène. Et sur Mars, il pourrait se produire un certain nombre de réactions chimiques similaires. Même sur Terre, on n'en comprend pas tous les détails, alors sur Mars. Le défi avec les perchlorates, c'est qu'ils affectent les expériences que l'on mène pour trouver des molécules à base de carbone, comme celles que l'on pourrait trouver dans des formes de vie. À l'heure actuelle, certains spécialistes reprennent les expériences de 1976 conduites par la Viking. Quand Viking s'est posé à la surface de Mars en 1976, on n'a trouvé aucune trace d'une forme de vie. Selon une théorie récente, s'il y a des perchlorates dans le sol, il aurait pu détruire la matière organique selon le même procédé utilisé pour les détecter en chauffant le sol.
Les perchlorates ont peut-être détruit les matières organiques au cours de la mission Viking. Et sur Terre, c'est un poison qui explique l'épuisement de nombreux produits chimiques. Mais ils sont aussi une source d'énergie pour certaines bactéries qui absorbent des déchets toxiques. Et pour la vie, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Si les microbes peuvent se nourrir des sols toxiques martiens, en revanche, ceux-ci pourraient être mortels pour les hommes. On ne sait pas comment les composants perchloriques altéreraient la surface. Elle pourrait être dans un état très oxydé qui pourrait se révéler corrosive et endommager les tenues des astronautes. Après 5 mois de travail, la mission Phoenix est menacée par une tempête de poussière qui balaie les plaines de Mars et recouvre tout sur son passage. Au milieu d'une tempête aussi violente, Phoenix est condamné. L'atterrisseur Phoenix de la NASA a sondé l'eau gelée de Mars. Il a trouvé de nouveaux indices qui permettent de penser que la planète rouge a un jour abrité la vie. Mais à l'automne 2008, il est sur le point de disparaître. Sur Mars, quand le vent souffle, il balaye la poussière. Elle est faite d'une matière aussi fine que la farine. Elle fouette l'atmosphère et se répand lentement en recouvrant tout. La poussière rouge couvrant les panneaux solaires de la sonde Phoenix, la lumière du Soleil, sa source d'énergie, ne peut plus lui parvenir. La sonde Phoenix a besoin de beaucoup de temps pour recharger ses batteries. La nuit, il fait très froid et il faut qu'il fasse tourner son chauffage toute la nuit pour rester en vie. Le 2 novembre 2008, Phoenix s'éteint. L'hiver se renforce sur Mars et le dioxyde de carbone gelé s'accumule, emprisonnant la sonde dans un tombeau de glace sèche. Mais les données de la sonde continuent à être analysées. Aller sur Mars, prendre des mesures en surface, obtenir des données précises sur l'histoire de Mars et sa composition chimique, tout cela était essentiel pour s'assurer de la présence d'eau sur cette planète. L'eau est indispensable à la vie. Mais selon les derniers indices, ce n'est que l'un des éléments qui ont pu construire Mars. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît sur Mars, on peut décrire 4 périodes. La première époque, il y a 4,6 à 3,2 millions d'années, est une période très active. Mars s'est formé, ainsi que les autres planètes, quand du gaz et des débris tourbillonnants se sont combinés, puis refroidis, pour former un monde de roches. Ensuite, la planète rouge a été bombardée et scarifiée par des météorites. Cela a creusé de nombreux cratères et de nombreux strates géologiques laissent penser que de l'eau s'écoulait en surface vers la fin de cette période. Parmi ces nouveaux indices, on trouve les rives d'un lac photographié en 2009 par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. C'est la première rive découverte sur Mars. Les restes d'un lac aussi vaste que le lac Champlain, en Amérique du Nord. Chaque indice de présence d'eau sur la planète Mars est capital pour déterminer si nous sommes seuls ou non dans l'univers. Certains spécialistes disent même qu'un océan comme l'océan Atlantique couvrait un tiers de la surface de Mars il y a 3,5 milliards d'années. Avec de l'eau et du temps, la vie aurait pu naître sur la planète rouge. La première période de la vie de Mars s'achève et la seconde commence par une explosion, quand les volcans remodèlent la planète. Il y a eu une activité volcanique importante. Le mont Olympe est le plus grand volcan du système solaire. Donc on sait qu'il y avait des volcans importants par le passé.
La planète rouge est recouverte d'un basalte volcanique noir, comme celui que l'on trouve autour des volcans d'Hawaï. Les substances chimiques rejetées par les volcans, y compris le soufre, se sont mélangées à l'eau qui restait et ont eu une action acidifiante, un peu comme les pluies acides sur Terre. En même temps, il semble que l'atmosphère ait rétréci, que l'eau se soit raréfiée et soit devenue moins stable en surface. Quand l'atmosphère rétrécit, l'eau liquide ne peut plus exister en surface. Ce n'est que grâce à la pression atmosphérique qui la comprime que l'on trouve de l'eau à la surface de la Terre. Sur Mars, l'eau ne peut que s'évaporer ou geler. C'est au cours de la troisième période que Mars est probablement devenu rouge à cause de l'oxyde de fer, de la rouille, contenue dans la poussière. Prenons une roche volcanique d'Hawaï ou d'Islande récemment extraite et laissons-la à l'air libre. Elle va devenir rouge et brune avec le temps. Elle va s'oxyder. Il a pu se produire la même chose sur Mars. Dans la dernière période, Mars entre dans une profonde glaciation. Entre il y a 100 millions et 2 millions d'années, se sont formés de vastes glaciers qui ont sculpté de nouveaux dessins dans les bassins et les cratères. En bref, selon les découvertes les plus récentes, Mars était une planète chaude et humide. Et elle est progressivement devenue un monde froid et sec. Elle avait une atmosphère plus épaisse. Il y avait de l'eau et peut-être de la pluie, peut-être de la neige. Il y avait toutes sortes de choses qui nous sont familières. C'est fascinant de voir comment on peut remonter le temps grâce à ces missions, comment on peut étudier ce qu'il y avait sur Mars et qui a disparu. Tandis que l'on acquiert des preuves de la présence ancienne d'eau sur Mars, ces images satellites de 2009 semblent révéler l'impossible. De l'eau liquide s'écoulant à la surface de Mars. Il y avait peut-être des failles qui ont permis à l'eau d'être capturée sous la surface, ou il a pu se produire des événements qui ont capté l'eau, ou de l'eau gelée qui a jailli et dévalé les pentes de ces cratères. La vision de ces ravines est un des événements les plus passionnants de la décennie. On m'a toujours dit qu'il était impossible de trouver de l'eau sur Mars, et cela remet en question tout ce qu'on nous apprend. C'est passionnant parce que cela pourrait vouloir dire qu'on s'est trompé jusqu'ici. Dans la première annonce de la découverte, on a avancé l'hypothèse que la glace avait fondu ou qu'il y avait eu un aquifère. Selon différentes théories et études récentes, ce pourrait être dû au dioxyde de carbone. La glace sèche se serait transformée en gaz et ce gaz aurait lubrifié le sable qui s'écoulait. Mais le milieu scientifique continue ses recherches. Certaines traces se sont révélées être des coulées de poussière. J'espère qu'elles ne le sont pas toutes et que certaines aient été produites par l'eau. La recherche d'eau et de formes de vie sur Mars est une quête permanente qui mène d'anciens océans aux ravines d'hier. C'est comme un nouveau parcours d'escalade, semé d'obstacles et d'embûches. Un piège comme celui-ci, quand cette photo prise près de l'équateur de Mars a rappelé à beaucoup de gens une autre image. Mars aurait-elle pu abriter un jour des formes de vie? Les preuves minérales découvertes par des sondes comme le robot Spirit sont encourageantes, mais elles peuvent avoir été mal interprétées. Nous devons faire attention à ne pas aller plus loin que ce que les données, les expériences et les hypothèses actuelles nous indiquent. Mais cela nous est bien difficile. En 2008, quand une photo prise par le robot Spirit a circulé sur Internet, des milliers de personnes en ont tiré une conclusion peu fiable. Ces images ne ressemblent-elles pas à celles que l'on attribue au fameux Yeti? Prouvent-elles qu'il y a de la vie sur Mars? Non. Il s'agit d'une roche de 5 cm de hauteur. Nous n'avons toujours pas de preuve définitive de l'existence de la vie sur Mars.